Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Ça se resserre toujours plus en haut de classement, on va forcément parler d'Arsenal et du derby à Tottenham, mais aussi des deux Manchester et d'Aston Villa dans la preview de cette 27e journée. Sa garde-robe s'est étouffée à nouveau de manière improbable avec l'apparition récente d'un maillot de la Tanzanie. Allez savoir pourquoi. C'est Valentin Vallée, journaliste indépendant, passé notamment par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin. Salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Ouais, je suis un peu en retard parce que bon, il aurait fallu que je l'ai pour la CAN. Mais bon, maintenant c'est un peu passé. Mais oui, de manière improbable, avec les amis, vous savez, la famille, tout ça, qui partent en voyage, qui ramènent des maillots. C'est Donc, beau. oh, C'est des ça pièces de étoffe collection. la garde-robe. Bah oui, c'est ça. Ah, Bah magnifique. tout à fait. Ramener du Magnifique. pays spécialement, franchement, c'est quand même quelque chose. Grandiose. On a hâte de te voir avec pour les prochains épisodes. Avec nous également, celui qui s'est un petit peu coupé du monde après Wolverhampton Arsenal plus tôt cette semaine. On se demande pourquoi. Je voulais pas partir là-dessus, mais tu m'y as obligé. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, notamment passé par le quotidien luxembourgeois à l'essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val. Je sais pas en quoi je t'y ai obligé, mais apparemment je t'y ai obligé. Non, T'as trop joué c'est avec mes nerfs. période compliquée pour les fans des Gunners, mais j'ai envie de dire qu'on a l'habitude. Ouais, bah voilà, de toute façon, on ne veut pas le fan des Gunners qui est en toi aujourd'hui, on veut le plus neutre possible, hein, les, Je les, suis toujours. les fondements du journalisme. Alors, au côté fan des Gunners, aujourd'hui, hein, pour le bien de tout le monde, parce que c'est pas le bon week-end pour le Pas sortir. trop bien, des fois, ça fait du bien aussi de sortir de Ah son bah, équipe. de, Oui. de ces petites habitudes, tu veux dire. Non, mais Voilà. c'est pas le genre d'Hugo, pour ceux qui ont l'habitude en plus de nous écouter. Vous le savez que Hugo est très attaché au fait d'analyser d'analyser les matchs d'Arsenal, qu'ils soient bons ou mauvais, de la même manière, Et, avec la même rigueur. Donc ça, on t'en remercie. et je pense qu'en vrai fan, je suis même plus dur que vous sur Arsenal parfois, donc voilà. Ah bah écoute, je comprends parfois, hein, on a tendance à être un petit peu plus virulent avec nos propres équipes. C'est ce qui est logique aussi. Bon, messieurs, bah, justement, tiens, pendant qu'on parle d'Arsenal, allons-y à Londres, puisque ce week-end, c'est Tottenham-Arsenal, messieurs, c'est le derby. L'un des derbys quand même les plus chauds, on peut le dire comme ça, ou en tout cas avec quand même pas mal d'enjeux. Le Tottenham-Arsenal, ce sera dimanche à 17h30 pour le dernier match du dimanche soir. La dernière fois qu'on s'est parlé, messieurs, Arsenal pouvait reprendre 6 points d'avance à Brentford le soir même. Et puis, messieurs, Manchester City peut désormais revenir provisoirement à 2 petits points du leader avec cette 27e journée de championnat. Puisque entre les deux, il y a eu un nul donc à Brentford, un partout pour les Gunners, puis 2 partout sur la pelouse de la Lanterne Rouge Wolverhampton lors d'un match avancé de la 31e journée. 2 fois où Arsenal prend l'avantage, mais s'endort un peu ensuite, Hugo. Ouais, c'est quelque chose qui avait déjà été vu, notamment contre Wolverhampton à l'aller, où Arsenal s'en était sorti au bout du bout sur un but contre son camp. Mais ouais, Arsenal, hein, enfin voilà, on a l'impression que on ne sait pas si c'est voilà, si c'est physiquement que ça pêche. On l'a dit, Arsenal joue encore sur 4 tableaux en ce moment, si c'est mentalement, mais en tout cas, on a l'impression que Arsenal fait le travail, ouvre le score, voire prend 2 buts d'avance, et puis derrière se relâche un peu, va pas forcément creuser l'écart et n'arrive pas à maintenir le 0 derrière. Donc c'est une période compliquée pour les Gunners. Et j'ai envie de dire qu'en plus, ils ont cette période dans des matchs forcément assez fermés face à des adversaires moins forts qui vont forcément vouloir piéger Arsenal plus que vouloir jouer face à eux. Donc ils sont, ouais, ils ont, j'ai envie de dire, ils ont une mauvaise place au pire des moments. Mais là, je pense que face à Tottenham, à voir comment les Spurs ont joué, mais je pense ils auront l'orgueil du derby, ils vont vouloir jouer un peu plus et ça permettra peut-être à Arsenal de plus développer son jeu. Ouais, tu parlais justement de ce manque de régularité aussi, qu'on n'avait pas forcément vu cette saison du côté des Gunners. Alors, c'est une question un peu difficile parce que si on le savait, Mikel Arteta ferait les changements nécessaires. Mais qu'est-ce qu'il explique, Valentin? Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui expliquent aussi pourquoi Arsenal est moins constant ces derniers temps?
Oui, bah, Hugo en a un petit peu parlé, pour moi, il y a plusieurs pistes. Après, comme tu l'as dit, j'ai pas non plus la solution, mais, la première ce serait une petite baisse de régime. Voilà, Arsenal était quand même très en forme depuis le début de saison. Ils ont été, voilà, ils marchaient sur l'eau, au mois de novembre, au mois de décembre. Est-ce que une petite baisse physique et de régime, enfin, ça serait pas en tout cas impossible? À la manière d'un Liverpool l'an dernier, où en fin de saison, ils avaient un petit peu du mal et ils ont enchaîné quand même les résultats un peu plus décevants avec quelques défaites, quelques nuls. Peut-être que c'est le cas en ce moment même pour Arsenal, et dans ce cas, ça serait quand même plutôt positif que ça arrive maintenant et pas en fin de saison, sur les toutes dernières journées. D'autant qu'il y a quelques Après, dans le pépins, jeu, il y a quelques pépins physiques en plus, parce que il y a les pépins physiques, assez courts, enfin, dont les durées d'indisponibilité sont estimées assez courtes, mais de Martin Odegaard, de Bukayo Saka, de Kai Havertz. Il y a Mikel Merino, lui, qui est plus longtemps à l'infirmerie, blessé au pied, jusqu'au mois Parce que mai. son retour quand même. Pardon? Ah, il me semblait que son retour avait été avancé, ça vérifier. Mais... Ah ouais? Ah bah écoute, Euh, on va vérifier ça, mais il y a quand même plusieurs pépins physiques qui s'empilent encore du côté d'Arsenal, alors qu'on disait la force aussi de leur effectif cette saison, c'était aussi le fait de s'être étoffé vraiment offensivement. Mais là, en tout cas sur la partie milieu de terrain et milieu offensif, attaque, on voit qu'il y a encore quelques pépins. ouais. Euh, yeah. Je trouve que c'est la blessure d'Havertz fait mal parce que quand il est revenu, il a fait beaucoup de bien à Arsenal. Mais il est revenu que quelques matchs finalement parce qu'il s'est à nouveau blessé. Et je trouve qu'il avait apporté justement du sang frais parce qu'il avait manqué tout le début de saison. Ouais, ça a un peu cassé la dynamique, je trouve. et donc, heureusement pour Arsenal, il y a Jesus qui est revenu, qui voilà, il y a des quand il y a des joueurs qui partent en blessure, heureusement, il y en a d'autres qui sont revenus d'ici là, donc avec Gyökeres qui, bon, je parle sous le contrôle d'Hugo, mais qui tient quand même son rang, on sent que ça va quand même un petit peu mieux qu'en tout début de saison où c'était vraiment très compliqué. Là, c'est quand même le meilleur buteur d'Arsenal en Première Ligue, hein, 8 buts pour Gyökeres, donc bon, heureusement, il y a quand même de la profondeur de banc, on l'a dit, Arsenal, pour pallier ses blessures, mais c'est sûr que c'est un petit peu, ça fait mal un petit peu aux Gunners pour Ouais. ce passage au mois de février qui est un petit peu compliqué. ouais, surtout qu'il est Ouais, très dense. Et on parlait de Mikel Merino, justement, hein, une des pierres angulaires de cette équipe d'Arsenal. Et a priori, il va même manquer la fin de saison, quoi, hein. ah, Opéré du pied récemment. Et il y a on va 7 voir. jours, ils annonçaient already closer to be back, donc je sais pas ce que faut en Ouais, c'est penser. ce qu'il avait mis sur Mais son post Insta, mais après, est-ce que, voilà, en tout cas, de ce que les médias en informent, et notamment l'équipe, qui explique que, bon, fin de saison prématurée pour Mikel pour Mikel Merino, qui est victime d'une fracture osseuse au pied droit. C'est pas bien de se moquer, Valentin, parce que j'ai fait la confusion entre Mikel Ah, Arteta pardon. et Mikel Merino. Je t'ai vu sourire, Bon, je t'ai il vu. capable de la faire, hein. trop de Oui, basques mais dans ça cette m'a fait équipe. sourire. Ah Trop de bah, basques dans cette équipe. Arsenal is the new De Bilbao. Martin Zubimendi. Plutôt Sociedad, hein, si on regarde leur passé. Oh, Mais pardon, excuse-moi. Pardon d'avoir voulu faire une petite vanne. Je m'en abstiens désormais. Et, bah, Non, mais oui, Valentin. globalement, aussi sur Arsenal, est-ce qu'ils sont pas un petit peu victimes de leur système de jeu? C'est-à-dire qu'ils se procurent pas énormément d'occasions, ils sont capables de marquer 2-3 buts sur coup de pied arrêté ou même dans le jeu, hein, mais c'est pas l'équipe en Première Ligue qui s'en procure le plus, c'est pas une équipe qui va appuyer, mettre, l'accélérateur et se procurer, 10 occasions et mettre l'adversaire sous l'eau. De part aussi le style de jeu à chaque fois de leur adversaire, mais au final, si Wolverhampton ou enfin voilà, ou Brentford arrivent à mettre un ou deux buts, derrière, c'est très compliqué pour Arsenal de réagir. Donc, est-ce que c'est pas aussi plus globalement, c'est une question, hein, mais leur système de jeu qui fait que dès qu'ils encaissent un ou deux buts, ils sont pas capables non plus d'en mettre quatre, donc enfin, ou ça dépend quand, mais Faut les marquer tout de suite, c'est quoi. tout de suite Ouais. plus compliqué. Ouais, c'est ça, c'est tout de suite plus compliqué de gagner avec une défense. C'est vrai que Saliba, Gabriel, bah, c'est solide, c'est ultra solide, mais depuis quelques matchs aussi, Arsenal encaisse quelques buts. Forcément, la défense centrale n'est pas étrangère à ces buts encaissés. Donc, bon, c'est un problème un peu, enfin,
pas général, mais il y a plusieurs pistes en tout cas. Il y a pas mal de coups du sort aussi hein, sur les buts, enfin encaissés en tout cas, notamment le dernier but contre Wolverhampton, hein, Hugo, on l'évoquait en off. Bon, c'est ce ballon qui traîne avec Calafiori qui le dégage, enfin qui tente de le dégager sur sa ligne, un peu en panique. Bon, c'est plus le Arsenal serein qu'on a connu au tout début de saison. Il y a eu une passe à un moment d'ailleurs où on a retrouvé, enfin d'ailleurs en affrontant Wolverhampton hein, en début de saison, Mhm. où Ouais. En début en d'année. milieu de saison, ouais, pardon, où on s'est dit tiens, Arsenal semble montrer quelques petits signes de faiblesse par moment, même en ouvrant le score, même en menant le match. Et on retombe dans ces travers-là encore. Attention, parce que l'écart se réduit et voilà, Arsenal ne doit pas s'endormir là-dessus. Oui, Hugo. Ouais. Juste pour dire que Ødegaard et Havertz, en tout cas Arsenal espère les avoir pour ce week-end. Ce serait bien pour les Gunners. Je pense que ce serait une bonne nouvelle s'ils étaient alignés, ou en tout cas au moins sur le banc, pour pouvoir rentrer face à cette équipe de Tottenham, parce que même si Tottenham n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, loin de là, ça reste un derby de Londres ultra chaud, et puis avec de la qualité sur le terrain. Donc attention Arsenal de ne pas s'endormir, d'autant que Tottenham Tudor, hein, enfin Igor Tudor plutôt du côté des Spurs. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique transition, bien travaillée. L'arrivée de l'entraîneur croate sur le banc de Tottenham. On s'était un peu penché d'ailleurs sur les successeurs de Thomas Frank à Tottenham. On n'avait pas évoqué la piste Igor Tudor, tant elle nous semblait farfelue, si j'ose dire comme ça, Hugo. Ouais, enfin, en tout cas, c'est pas un entraîneur qui a connu la Première Ligue. Il a essentiellement connu la Serie A et un peu un passage en Ligue 1 avec Marseille. Donc c'est sûr que c'est pas le premier nom auquel on pensait. Voilà, il y avait des Roberto De Zerbi sur le marché. Il y avait, enfin voilà, on se pose aussi la question, est-ce qu'il faut prendre un intérimaire? Est-ce qu'il faut déjà construire sur l'avenir? Tottenham va s'appuyer sur Igor Tudor, qui n'a jamais fait plus d'une saison, car récemment est dans les 5 grands championnats dans un club. Donc à voir s'ils iront au-delà de l'été avec Igor Tudor ou si c'est juste pour finir la saison. Mais voilà, c'est un entraîneur qui a quand même fait ses preuves, mais on a l'impression que c'est souvent sur la durée que ça s'essouffle, c'est-à-dire que ça commence très bien et puis au final, ça part un peu en déroute. Donc là, on va voir comment Tottenham va s'en sortir. On le disait, un nouvel entraîneur, ça peut apporter une nouvelle dynamique juste pour cette fin de saison. Il leur reste plus grand-chose à jouer en Première Ligue, mais il leur reste la Ligue des Champions. On sait jamais. Si, si à la fin de la saison, ils se retrouvent déjà dans le dernier carré, on dirait que c'était un beau pari d'avoir été chercher Igor Tudor. Donc Ah, ouais, c'est un choix qu'on n'avait pas prévu. Je pense que peu de gens avaient vu venir avant que la première rumeur sur Igor Tudor arrive. Et oui, qui sera forcément intéressant. Et voilà, il faudra voir ce que ça donne. En tout cas, il a été nommé jusqu'à la fin de saison, hein, Igor Tudor avec les Spurs. Pour l'instant, pas plus loin que ça. Bon, une prolongation peut vite arriver, mais on sait que du côté des Spurs, on est plutôt team instabilité au coaching que team stabilité. Et tu l'as dit, Igor Tudor n'est pas le pro des longs bails, des longs baux, pardon, du côté de ces clubs. Euh, la prestation, en plus, on se souvient du match de Tottenham, au match aller, la prestation de Tottenham avait pas été flamboyante du tout, avec ce bloc ultra compact, euh, designé par Thomas Frank, et puis cette défaite, donc 4-1 à l'Emirates Stadium. Est-ce que c'est aussi déjà un moyen pour Tudor et pour Tottenham de montrer peut-être un peu plus d'ambition, en tout cas un peu plus de jeu dans un derby comme ça, là où on l'attend plus, contrairement à ce qu'ils avaient fait à l'aller, Valentin? Ah bah, c'est sûr qu'on on attend plus de jeux qu'à l'aller. Bon, ça sera peut-être pas bien difficile, mais c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait reprocher aussi à Thomas Frank, c'est d'avoir pas vraiment de vision de jeu et de pattes vraiment tactique sur cette équipe de Tottenham. On sentait que bon, c'était un bateau qui naviguait à vue, mais Pas pas bien d'emprise sur, plus. enfin pas de contrôle, pas de mainmise sur le vestiaire, hein. Ouais, pas de mainmise et surtout pas un style de jeu vraiment clair. Alors qu'Igor Tudor, bon, dans les faits, ça se voit pas toujours, que ce soit à la Juve ou à Marseille, c'était des fois un peu compliqué. Mais en tout cas, quand il arrivait à chaque fois, que ce soit à la Juve ou Marseille, il disait: «Je veux quelque chose
un football offensif avec de l'envie, du cœur et un système tactique aussi. Parce qu'il voilà, il disait l'envie, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut aussi voilà, être un gros pressing et que ça s'organise bien tactiquement. Donc voilà, s'il arrive à Tottenham avec la même ambition à chaque fois que quand il est arrivé dans ses autres clubs, ça peut être quelque chose de bien, d'évoluer dans un cadre aussi pour tous ces joueurs qui ont du talent, mais qui, voilà, n'avaient pas réellement, je trouvais, d'alchimie entre eux et pas d'élan collectif. Là, ça peut marcher, je pense. Pour Tottenham, en tout cas, c'est bien de le tenter. C'est vrai que c'est une grosse surprise de voir Tudor, mais s'il amène ce cadre-là et cette envie Enfin, en tout cas, il a une idée derrière la tête, on va dire. Il a des idéaux très T'es clairs. confiant, Donc ouais. pourquoi pas le tester à Tottenham. Après, voilà, est-ce que ça marchera? Bon, ça c'est une autre question, mais en tout cas, il peut tester ça. Et c'est ce qui me fait dire aussi qu'on peut avoir quand même un match avec pas mal de buts et un match assez ouvert, parce que si Tudor a envie de marquer les esprits pour sa première et de jouer de manière offensive, ben, on aura un match plaisant, donc c'est pas pour nous déplaire. Ouais, attention, ouais, à ne pas aussi trop s'exposer parce qu'on le sait, justement, c'est peut-être ce qu'avait voulu éviter Thomas Frank à l'aller et au final ça n'avait pas fonctionné. Mais cette équipe d'Arsenal est, même si ce n'est pas la meilleure dynamique de sa saison, est quand même létale notamment sur les coups de pied arrêtés et sur quelques attaques rapides. On le dit, on n'enlève rien à la qualité de ces Gunners depuis le début de saison. Et n'oublions pas aussi que, je sais que, Hugo, pardon, tu me l'avais fait remarquer sur le match aller, c'est la dernière fois où on a vu un Eberechi Eze à un niveau Tout feu, fantastique, tout flamme. triplé, ouais, triplé au match aller. Ouais, c'est vrai que depuis, il vit une saison, enfin, il vit une période très compliquée, Richie Eze. Il est du coup souvent monté au jeu. Enfin, pas si souvent que ça titulaire, même si justement ce match contre Tottenham, c'était la période où il y avait ni Ødegaard ni Havertz. Mais là, depuis les retours d'Ødegaard et d'Havertz, on l'a un peu moins vu. Et en sortie de banc, je l'ai pas trouvé très impactant. Je pense que ses stats le montrent aussi. Il a pas été inefficacité redoutable. Il a pas fait basculer des matchs. Et j'ai trouvé que ouais, souvent il semble un peu perdu. Enfin voilà, c'est un style de 10 différent que sont Ødegaard et Havertz. On a l'impression que parfois il a un peu de mal voilà, à s'installer dans le système d'Arsenal. Et ouais, pour moi, c'est quand même une déception parce que ce qu'il avait montré en début de saison, c'était prometteur. Enfin, sur son passage à Crystal Palace avant, c'était aussi très prometteur. Et finalement, ça fait un peu. Pour l'instant, c'est pas si bon que ça si on fait le bilan total de la saison. Et, il lui reste quand même quelques matchs pour rattraper son bilan. Mais c'est sûr que ouais, depuis ce match, on sait qu'en plus il y avait un passif avec Tottenham. Il a failli partir à Tottenham cet été avant qu'Arsenal l'appelle et qu'il change d'avis. Donc, Exceptionnel comme mais depuis, scénario, le fait de marquer le triplé, donc. c'est ça, voilà, et c'était un peu le scénario exceptionnel. On se disait que sa saison était lancée, et ben finalement non. Alors que pourtant, voilà, on se dit sur un triplé face au rival historique, c'est une belle performance pour construire la suite de la saison, mais c'est pas ce qui a eu lieu, donc ouais, c'est un peu dommage. Tottenham Arsenal, ce sera donc la grande affiche de ce week-end de Première Ligue, dimanche. Et Tottenham qui aura assurément une base de supporters un peu plus élargie parce qu'il y aura forcément les fans de Manchester City qui vont pousser derrière les Spurs. City qui provisoirement peut revenir à 2 points d'Arsenal parce que il y a ce match donc avancé de la 31e journée qu'Arsenal a déjà disputé contre Wolverhampton. Mais les Citizens affrontent Newcastle ce samedi à 21h avec un but, j'ai envie de dire, le plus simple possible. Aujourd'hui, pour les Citizens, l'équation, c'est il faut gagner, Hugo. Ouais, oui, clairement, il faut gagner. Et ils sont sur une bonne dynamique, donc ils vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour aller chercher une victoire. Et voilà, là c'est le rythme final. City a l'habitude, entre guillemets, d'avoir
d'imposer son rythme en fin de saison. Et ils ont ça fait 2-3 saisons quand même que en fin de saison ils sont à la lutte et finalement ils accélèrent et plus personne peut jouer avec eux. Donc ils ont cette capacité de maintenant, il reste quoi, 12 matchs il me semble, de faire un 12 sur 12, on le sait, et leurs adversaires, enfin en tout cas ceux qui sont devant, c'est Arsenal, vont devoir s'élever à cette hauteur. Après, attention quand même au faux pas face à Newcastle. Oui, parce que c'est un match, encore une fois, de haute volée, même si on va reparler de la forme de Newcastle, et notamment de la forme de Newcastle contre City, ça n'a pas toujours été ça les dernières années. Ça reste une équipe dangereuse, Newcastle, en forme. Bon, Manchester City va pouvoir notamment s'appuyer aussi sur un de ses cadres qui est de retour depuis quelques matchs. C'est Ruben Dias, vous savez, c'est le défenseur central portugais qui est revenu depuis le début du mois de février. C'est un retour crucial, très important pour cette équipe de Manchester City, pour l'équilibre de cette équipe en vue de la fin de saison, Valentin. Mais ouais, c'est ça, Hugo parlait d'un potentiel 12 sur 12 ou d'un sans faute de City. Ça passera par ce retour-là de Ruben Dias qui est bien évidemment super important. Alors Kuzanov a quand même bien assuré l'intérim. Honnêtement, voilà, il a loupé 4 matchs de Première Ligue, Ruben Dias. Il y a eu 2 nuls, une victoire, une défaite. Donc c'est pas un bilan voilà, qui est Transcendant, fantastique, ouais. hein. Donc on voit bien quand même que Ruben Dias est très très important dans ce système de Guardiola. Après, c'est vrai que hein, je veux pas taper sur Kuzanov, mais je sais pas, est-ce qu'il alignera Gueye ou Kuzanov à côté de lui? Bon, normalement, ça sera plutôt Gueye, mais qui semble quand même plus costaud. Mais c'est vrai que Kuzanov, en étant bien accompagné, peut être aussi un excellent défenseur. En tout cas, c'est sûr que c'est un retour qui tombe à pic. On a, voilà, j'ai l'impression que City a un petit peu, pas mangé son pain noir, mais a passé un petit peu la mauvaise passe avec les blessés, avec les résultats un petit peu décevants en ce début d'année où c'était un petit peu plus compliqué, pardon. Et ça peut faire peur pour Arsenal parce que on imagine une fin de saison canon. Au contraire d'Arsenal qui est sur une pente un peu plus descendante, c'est sûr est-ce que les deux courbes vont carrément se croiser? Bon, c'est toute la question. Mais Ruben Dias va faire beaucoup de bien. Et puis surtout, voilà, devant, il y a pas de souci, même si Haaland est sur courant alternatif. Je pense que City dispose d'une force de frappe qui est quand même assez exceptionnelle, surtout désormais avec le recrutement de Semenyo. Donc si c'est solide derrière en plus, là ils sont armés pour faire une remontée et pour faire une fin de saison canon. Et tu parlais de cette période avec pas mal de blessures qui étaient un petit peu derrière, parce qu'il y a eu aussi le retour de Rodri en cours de saison, qui désormais est bien implanté dans ce milieu de terrain. Jérémy Doku devrait revenir, si ce n'est ce week-end, ce sera le week-end prochain. Savigno aussi devrait faire son retour avant la fin du mois de février. Kovacic est en train de revenir aussi, donc la seule absence plus longue durée pour City, c'est Josko Gvardiol, hein, qui lui reprendra a priori qu'à partir de mai. Ceci Mais bon, étant, il a été remplacé avec Gueye, donc oui, il y c'est a, il moins y a eu grave. l'arrivée effectivement de Marc Guéhi, et puis on sait qu'il peut aussi jouer sur les côtés, Josko Gvardiol, mais Ryan Aït-Nouri est de retour en forme sur son côté gauche. Effectivement, on a retrouvé un effectif de City bien plus complet, et avec l'équipe type quasiment alignable, si je me permets le terme qui est pas très joli, mais on peut aligner cette équipe type quasiment tous les week-ends. Et ça avait bien marché lors des derniers matchs de championnat contre Liverpool et surtout contre Fulham où City avait déroulé, notamment en première période. Euh, Justement, on parlait de cette confrontation entre Manchester City et Newcastle, puisque c'est celle qui nous intéresse ce week-end. Une stat qui est assez... je suis un petit peu tombé de ma chaise quand j'ai vu ça, parce que ce sont deux équipes qui se jouent très régulièrement, hein, notamment en coupe, Manchester City et Newcastle. Mais à l'Etihad Stadium, ou en tout cas à domicile pour Manchester City, ça fait 12 victoires de suite pour les Citizens face aux Magpies. Alors,
pour autant, on se souvient quand même du match aller et surtout de la dynamique de Newcastle qui est différente. Il s'est passé des choses à la fois en championnat et en Coupe d'Europe qui font dire à Hugo que peut-être on a un petit Newcastle en mode trouble-fête ce week-end. Ouais, puis en plus, Newcastle a besoin de cette victoire pour rester dans la course à l'Europe. Ils en ont besoin impérativement. Et puis, comme tu dis, là, ils sont sur une plutôt bonne dynamique. Bon, voilà, ils jouaient Karabakh en play-off de Coupe d'Europe. J'ai envie de dire pour eux, c'est cadeau, c'est parfait pour la confiance. On a vu Anthony Gordon claquer un quadruplé, donc c'est quand même assez équivoque. Et puis là, sur Première League, ils viennent de se payer quand même Aston Villa. Donc, voilà, ils sont sur une bonne Aston Villa et Tottenham. Donc, ils sont sur une bonne dynamique. Après, comme tu dis, Newcastle n'a pas gagné. Tu as dit 12 matchs. Je pense qu'il faut remonter à 2014 pour trouver une victoire de Newcastle du côté de Manchester City. Il faut aussi dire que Newcastle a fait des passages en Championship entre-temps, mais ça fait quand même une période plutôt longue. Et le dernier double affrontement en demi-finale de League Cup montre que City semble quand même encore avoir l'ascendant avec une double victoire des Citizens sur l'aller-retour. Donc, City reste le favori, mais Newcastle a clairement un coup à jouer parce que de un, ils en ont besoin, et de deux, bah, ils sont en forme. Ils commencent à récupérer aussi quelques-uns de leurs joueurs au meilleur niveau. Voilà, on a parlé d'Anthony Gordon. Bon, il manquera encore normalement Bruno Guimaraes, Ouais, Livramento. ça, Enfin, c'est le coup dur quand même. il manque encore quelques cadres. Mais ouais. Allez, Valentin qui a C'est pas mon l'habitude côté de... lyonnais qui ressort. Non, non, mais Oula. honnêtement, au milieu de terrain, c'est quand même le régulateur. Donc, il va sûrement manquer dans ce duel face à City pour faire un grand résultat. En tout cas, avec Guimarães, ça aurait été plus facile, quoi. Ouais, c'est City. Après, Oui, Hugo. on a vu Jacob Ramsey qui est arrivé pour, je sais plus, une assez grosse somme en tout cas cet été, qui a enfin ouvert son compteur de but et qui semble commencer à réaligner des belles performances, parce que c'est notamment contre Tottenham. Donc à voir s'il peut pas lui step up aux côtés de Sandro Tonali notamment pour tenir ce milieu de terrain. Jacob Ramsey qui était arrivé donc cet hiver pour environ 45... cet été, pardon, Cet pour... été, non ouais, j'ai du mal avec les saisons, hein, vous l'avez remarqué aujourd'hui, ça fait 2 fois. Cet été pour environ 45 millions d'euros. Et on attend toujours aussi... vous savez qu'on a relancé pas mal de carrières d'attaquants là cette saison. On attend toujours le réveil d'Anthony Elanga, pour qui la saison un peu cauchemar se prolonge avec Newcastle. Bon, Man City part quand même théorie favori de cet affrontement, et au vu de la dynamique, ils n'ont pas intérêt à laisser des points. Mais on ne sait jamais, et surtout, tu en as parlé Hugo, on va quand même parler des menaces du côté de Newcastle, parce qu'on en parle du côté de Manchester City, mais Anthony Gordon, on a envie de dire, c'est le joueur de Newcastle en Coupe d'Europe, qui a encore planté son quadruplé en une mi-temps contre Karabakh, et qui a bien envie aussi d'assommer, à éclabousser la Première Ligue de son talent, Valentin. Bah ouais, Anthony Gordon, c'est. Alors, il a été blessé à moitié cette saison, donc il a manqué quand même à Newcastle. Mais on voit quand il est titulaire et en forme, franchement, c'est un joueur de classe. Mais après, on n'est pas surpris. Mais en plus, voilà, j'avais adoré son association avec Voltema 2. Ça remonte en première ligue, c'était il y a quelques mois. Mais ils avaient La fait double des crinière étincelles tous blonde. les deux. Ouais, c'est ça, le doublé blond. Mais en tout cas, enfin, c'est des joueurs. Enfin, en attaque, je veux dire, ils savent tout faire. Et puis, balle au pied, c'est un magicien. Enfin, c'est quelqu'un de très technique, mais qui est capable aussi d'avoir cette efficacité-là offensive. Et honnêtement, Gordon, en fin de saison, enfin, en fait, je l'attends dans la constance parce que comme j'ai dit, il a été blessé. Et s'il est là, j'ai envie de dire tous les week-ends, s'il est capable de jouer tous les week-ends et qu'il retrouve beaucoup de rythme, mais c'est un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Et honnêtement, ça ferait plaisir de le voir dans cette équipe de Newcastle parce que. Alors, non, ben, je C'est un m'avance, je statement. dis Non, oui, mais c'est un top tu joueur nous de le dis Première comme Ligue quand même. ça. Ah oui, Je te je pense trouve. que je m'avance pas trop en disant que c'est un des plus gros talents quand même, Anthony Gordon. Ouais, bah je Non? te trouve quand même. Non, mais t'as dithyrambique envers Anthony Gordon. Je ne sais pas si tu es un passif Bon, avec. après,
Non, pas particulièrement. Après, faut pas se baser que sur ce match, sur Karabakh, même si, c'était la ouais, la surprise de la saison, on va dire, du côté des coupes d'Europe, avec, on les attendait pas à ce niveau-là. Et bon, ça reste quand même une équipe bien en dessous de Manchester City et des autres clubs de Premier League. Mais, non, mais Gordon, écoute, moi j'aime beaucoup quand même et puis, ça fait plaisir de le voir jouer bien comme ça, non, Antoine? Bah ouais, ouais, non mais alors il y a quand même cette dualité par ouais, alors là c'est j'ai bien compris ce que tu essayais de me faire cracher comme morceau après ce passage à Everton d'Anthony Gordon, mais non, il y a quand même cette dualité mine de rien entre la Ligue des Champions où il est deuxième meilleur buteur de la compétition avec 10 buts et la Première Ligue où il a marqué 3 buts en 18 titularisations, pardon, 20 matchs joués. Où c'est pas la même efficacité, loin de là. Reste qu'il nous prouve que c'est un danger et il faut qu'il s'étoffe encore un petit peu en championnat d'Angleterre. C'est peut-être le jeu qui lui correspond moins. En tout cas, s'il devient létal comme il l'est en Ligue des Champions, là effectivement je te rejoindrai sur le côté top joueur, mais pour l'instant, oui c'est un talent. Mais des talents en première ligue, on en a dans toutes les équipes. Hein. Je te trouve un peu. Je te trouve très élogieux. Après, voilà, on a chacun son. Oui, 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 mais en fait, je trouve qu'il a toujours été coupé, il a été blessé à la hanche, même contre Brentford, il a pas joué il y a 2 matchs parce qu'il était blessé à la cuisse, donc il est toujours un peu coupé dans sa saison, mais s'il jouait tous les week-ends et qu'il avait pas de pépins, je pense qu'il pourrait faire encore plus mal et qu'il pourrait assumer ce statut d'un des plus grands talents de Première Ligue. Vous savez que c'est le joueur qui refuse la muscu pour ne pas perdre ses qualités athlétiques, enfin de vitesse et voilà, hein, il refuse de trop aller se C'est un joueur un peu muscler. à l'ancienne, c'est ça que j'aime bien aussi, je pense. Ah ouais, bah alors, Il attention parce respire qu'à à l'ancienne en le première foot ligue, anglais, mais ouais, ouais, bah à l'ancienne en première ligue, je pense qu'il y a un paquet de défenseurs qui l'auront envoyé dans les panneaux publicitaires, mais effectivement, non, c'est un talent brut, il faut le dire, Anthony Gordon. Et est-ce que cette dimension physique lui pèse en première ligue? Je ne sais pas. Peut-être, hein, mais en tout cas, le jour où une équipe, peut-être Newcastle, réussira à l'utiliser en première ligue comme on peut l'utiliser en Coupe d'Europe, c'est sûr que ce sera plus qu'une menace. Ce sera vraiment un top joueur, un top buteur dans le championnat anglais. Bon, on aura l'occasion d'en rediscuter. Peut-être qu'il marquera un triplé et me fera fermer ma bouche ce week-end. Mais on n'en est pas encore là. Justement, tiens, on parlait de son ancienne équipe Everton. Allons-y sur les bords de la Mersey pour Everton-Manchester United. C'est ce que Hugo appelle le lindico entre les deux équipes qui ont l'habitude de jouer le lundi, Everton et Man U, qui se rencontrent là comme ça. C'est un petit événement. Et puis donc cette équipe de Manchester United qui est sur quand même plutôt bonne passe, hein, 5 matchs sans défaite, donc 4 victoires. Alors, je vous ai trouvé dur en préparant cette émission sur le match nul contre West Ham. Ouais, c'était pas la meilleure performance de Man U, loin de là. Mais t'as envie de voir la marche en avant reprendre un peu, Hugo, repartir sur la colonne des victoires, en tout cas, ce week-end? Oui, enfin, dur. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient tellement sur une belle série en allant gagner face à Man City, face à Arsenal, il y avait aussi une victoire face à Tottenham, puis Fulham qui était quand même une équipe en forme à ce moment-là, qu'on se disait qu'ils allaient être inarrêtables. Bon, finalement, il y a quand même un match nul contre West Ham pour tempérer tout ça. Après, je pense que ça reste une très belle équipe, ça reste une bonne équipe, mais pour l'instant, ils sont bien partis pour aller jouer le top 4, mais ils sont loin d'être assurés d'y finir. Donc, ils ont quand même besoin de prendre des points. Ils ont qu'un point d'avance sur Chelsea, 3 points sur Liverpool. Honnêtement, ça pousse toujours derrière. Et devant, ils peuvent encore. Peut-être que City et Arsenal sont déjà hors de portée, mais pourquoi pas aller chercher Villa, histoire de s'installer troisième et d'assurer sa place dans le top 4. Donc, ils ont besoin de faire une fin de saison au boulet de canon, j'ai envie de dire, de lâcher le moins de points possible. Et bah là, c'est le genre de match, entre guillemets, où on se dit que
Everton, ouais, c'est une équipe qui est finalement pas si loin d'eux au classement. 8e avec 37 points, alors que Manu est 4e avec 45. Donc ça joue entre guillemets dans les mêmes eaux, même si la dynamique récente de Manu nous fait dire qu'ils devraient quand même être supérieurs sur ce match et qu'ils sont le logique favori de ce duel. Tiens, justement, avant de passer à la suite, on avait parlé forcément de ce défi là de Franck Aillet de se couper les cheveux là après 5 victoires de suite. Vous avez vu la réaction de Mateusz Cunha? Cette réaction qu'on avait un Non. petit peu anticipée parce que Mateusz Cunha il a fait comprendre que ça l'agaçait un petit peu quoi parce que oui bon d'accord c'est super son défi mais personne ne veut les 5 victoires plus que les Red Devils finalement. Enfin, c'est pas ce qui les motive et il dit on ne trouve pas ça vraiment génial. Bah ouais, moi je suis d'accord avec lui que finalement aujourd'hui on a envie de voir Man U gagner 5 matchs de suite pour voir le gars se couper les cheveux alors que c'est quand même, on en avait parlé hein, lors du dernier débrief, c'est quand même une des équipes phares de la Première Ligue. Moi je trouve ça un peu ridicule. Après, j'aime beaucoup hein, l'idée du défi, mais je comprends totalement l'avis de Mateusz Cunha qui voit les matchs de Manchester United réduits à un simple défi de se couper les cheveux sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre que ce Et soit bon, un il peu... s'est dit, là, on est reparti pour un tour. Ça repart Peut-être que la pour décla aurait été une différente en cas série. de victoire. Ah ouais, c'est possible. Bon, Peut-être. justement, Valentin, ce match face à West Ham, tu nous avais parlé d'un... Tu t'avais soulevé un point intéressant sur l'effectif de Manchester United. C'est que finalement, c'était l'utilisation des joueurs à leur bon poste, des recrues notamment estivales, à leur poste de prédilection, notamment sur la ligne offensive. Ouais, c'est selon moi un des enseignements que j'avais tiré moi, mais je suis pas expert, mais Toi, Michael Carrick. je suis pas à la place de Michael Carrick, mais de ce nul face à West Ham, j'avais trouvé que voilà, toute la première partie du match où il avait continué de faire jouer Mbeumo en pointe, Matheus Cunha sur un côté, hem, bah, j'ai trouvé que c'était quand même moins convaincant que les derniers matchs et oui, Mbeumo en pointe, ça marchait, mais peut-être que ça marchait parce que il était en surconfiance et qu'il marchait sur l'eau, donc finalement, peu importe le poste où il jouait, il marquait et ça marchait. Et je trouve que dans une situation un peu plus normale à l'équilibre, en termes d'état de forme, Mbeumo, sa place est quand même plus sur un côté et d'ailleurs en fin de match contre West Ham, il avait évolué sur un côté et j'ai trouvé ça beaucoup plus cohérent. Donc ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur cette ligne offensive parce qu'encore, voilà, au milieu de terrain, il a remis Kobbie Mainoo, il a remis Casemiro, il a mis Bruno Fernandes aussi beaucoup plus haut au soutien de l'attaquant et ça, c'est son vrai poste et c'est là où il a le plus d'influence, donc ça, c'est une bonne chose. Mais pour Mbeumo, personnellement, j'aimerais plus le voir évoluer sur un côté. C'est quid de Sesco aussi parce que Sesco, ça fait quand même quelques matchs qui, alors il est toujours aux sorties de banc, mais il marque le but de la victoire contre Fulham. Avec des vrais gestes Il de neuf marque en plus. Hein. encore le avec des ouais, franchement c'est l'instinct du buteur. Il est encore buteur face à West Ham, c'est ce qui permet d'arracher le nul. Donc, est-ce qu'il faut pas aussi à un moment donné lui laisser sa chance? Parce que finalement dans cette équipe, c'est lui le pur numéro 9. Maintenant, il y a aussi un petit problème avec Matheus Cunha, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Cunha, il évolue aussi au même poste un petit peu que Bruno Fernandes. Mm. Il est et pour moi, c'est quelqu'un qui doit être milieu offensif au soutien de l'attaquant. Or, bah, quand vous avez Bruno Fernandes, vous pouvez pas remettre en cause, sa place dans le 11 donc voilà, il y a un peu toutes ces questions-là, des choix à faire, de la part de Michael Carrick. Ça va être intéressant de voir ce qu'il décide de faire. Mais en tout cas, je pense que c'est un axe qu'il va devoir, travailler et régler ses questions s'il veut continuer de poursuivre la belle série de Manchester United. Oui, parce que le problème avec le profil de Mateusz Cunha et de Bruno Fernandes, c'est que de toute façon, si vous mettez deux milieux offensifs, vous vous privez a priori des ailiers, ou en tout cas vous mettez plutôt des pistons, et donc vous êtes obligé soit de faire jouer Mbeumo en pointe, soit de faire jouer Sesco, mais vous passez d'un des deux, et a priori je vois pas comment on peut enlever Mbeumo du 11 à l'heure actuelle, tant il est important Brian Mbeumo sur cette ligne offensive de Man U. Très content qu'il ait réussi encore une fois. C'est une occasion aussi, pas rêver, mais
une bonne occasion de reprendre la marche en avant pour Man U parce que, sachez messieurs que la dernière victoire d'Everton à domicile, c'était contre Nottingham Forest le 6 décembre. C'était une victoire 3-0 et depuis Everton n'a pas gagné dans son stade du Hill Dickinson Stadium, le nouveau stade qui a succédé à Goodison Park cette année. Ça prend pas. Ça avait bien commencé, mais ça prend pas vraiment dans ce nouveau Oui, stade. c'est que le début. Enfin, Oui, Parce- bah, en attendant, c'est vrai que je suis pas supporter d'Everton, donc j'attends pas non plus des prouesses chaque week-end, mais je suis pas impatient. Mais tout nouveau stade, je pense qu'il faut construire aussi une histoire et ça passe par quelques matchs références, quelques gros matchs comme ce match peut l'être hein, contre Manchester United. Ça peut être un des matchs références, mais en tout cas, il faut construire des souvenirs, il faut construire des ambiances, des marqueurs forts. Et bon, je te trouve peut-être un peu dur, bah, mais non, mais parce que je comprends. ça Je marche comprends. Et plutôt puis, bien à l'extérieur, mais ça ne marche pas vraiment à domicile. C'est ça qui est. Après, pour l'ambiance, quand je vois que l'affluence moyenne, c'est 98%, et puis on le voit quand même, l'ambiance, elle est là, on sait que c'est comment? Everton, c'est une des belles ambiances d'Angleterre. Goodison Park, c'était quand même réputé, et je trouve qu'on la retrouve quand même dans ce Hill Dickinson. Après, est-ce que c'est vraiment lié au fait de jouer à domicile? Est-ce que c'est, enfin voilà, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais je pense que Everton aussi est sur une pente ascendante. C'est-à-dire, il y a un nouveau stade, il y a une équipe qui marche quand même mieux que celle des saisons précédentes. Il y a eu des signatures importantes, il y a eu enfin voilà, on pense à Dewsbury Hall par exemple. Enfin voilà, c'est des joueurs importants qui arrivent et qui sont là pour l'avenir, surtout d'Everton. Donc je pense pas qu'il faut s'inquiéter. Après, attention, enfin, on voit l'exemple de Tottenham qui a eu un stade flambant neuf il y a quoi, cinq saisons maintenant, cinq six saisons. Et Et ça prend on voit pas. le bilan à domicile est catastrophique. Je sais même qu'au début, ils avaient été moqués parce qu'ils ont quand même, enfin, en termes de démesure de taille, Tottenham a quand même été dans un autre step qu'Everton. Mais voilà, où ils étaient été moqués au début parce qu'on voit des gens avaient remarqué que l'ambiance des supporters était projetée par les haut-parleurs. Donc voilà, je pense pas qu'Everton en est là. Comme je disais, Ça m'étonnerait. 98% d'affluence en moyenne, sachant que on l'a dit en rigolant, mais Everton est un habitué du lundi, donc c'est quand même pas les journées, je pense, les plus faciles à remplir. Mais on voit que la ferveur est toujours là du côté des Toffees, et je pense, enfin moi je m'inquiéterais pas en tout cas à l'instant T. Alors, pas d'inquiétude si je vous suis, messieurs. Petite stat quand même. On est obligé de la petite stat. À domicile, Everton est 14e de Première Ligue. Et à l'extérieur, les Toffees sont 5e. Devant Tottenham, devant Man U, devant Liverpool. C'est quand même... ça se note quand même. Bon, après... Après, on se dit que du coup, s'ils arrivent à peut-être régler leurs problèmes à domicile, pour l'avenir, ce sera une des grosses écuries, ce sera à nouveau une des grosses écuries de Première Ligue. En tout cas, après, il faut que le classement soit aussi dense parce que, vous voyez, dans un classement dense comme ça, on en a beaucoup parlé, un milieu de tableau très dense. Enfin, toutes les équipes de ce milieu de tableau peuvent, en une bonne série, sortir de ça pour aller chercher une place européenne. Attention aussi à ne pas laisser passer sa chance. Après, le projet est peut-être plus sur le long terme, mais attention à ne pas laisser passer sa chance cette saison non plus. Messieurs, tiens, on va finir ce... On a pas mal parlé du haut de tableau, on a parlé de 3 des 4 premières équipes. Eh bien, parlons de la dernière équipe constitutive de ce top 4. C'est Aston Villa, 3e de Première Ligue. Les Villans qui recevront Leeds samedi à 16h en ouverture de cette 27e journée de Première Ligue. Et je suis curieux de savoir, je vais vous poser la question parce que j'ai envie de savoir, de connaître votre prono pour ce match entre Aston Villa et Leeds. Tiens Hugo, parce que je te vois sourire, parce que je sais qu'en préparant l'émission, tu as déjà voulu me spoiler. Donc je suis curieux de savoir votre prono sur ce match. Non, si on regarde un peu les dynamiques, j'ai presque envie de dire une victoire de Leeds. Ils sont sur une bonne dynamique, contrairement à Aston Villa. Et ils sont un peu muets quand même en spécialistes de se payer le scalp des grosses équipes de Première Ligue récemment. Donc je vois bien une victoire de Leeds, moi. Un petit score. on en avait parlé. Oh, un but d'avance, je sais pas, mais pas et, flamboyant, mais voilà. et voilà un petit prono. 1-0, 2-1.
Non, mais après, on en avait parlé aussi, c'est que la dernière fois qu'on a mis Leeds comme voilà, une équipe pour la gratter, qui pouvait embêter les plus gros, ils avaient pris 4-0 contre Arsenal. Mais Oui, mais c'était euh, assez improbable parce qu'à domicile, Leeds n'était tombé oui, qu'une fois contre Villa d'ailleurs. Donc c'était c'était assez. surprenant. On leur avait porté la poisse finalement. En fait, C'est vrai. c'est ça, je pense. Bah alors fais-moi ton prono Donc, et. donc je vais un petit peu moins leur porter la poisse. Non, allez, je vais pas être drôle, mais je vais voir un match nul, moi. Je vois un 2 ou 3 partout, par contre. Je vois 3 des buts. partout, 2, 3 Oh, partout. Ah Ouais, oui. 2 Ah ou mais 3 oh, là. partout. bah ça va, Mais je alors vois c'est des buts. pas. Ça nous va, Oui, mais même je si me c'est un match mouille nul, pas ça nous parce va. que je dis c'est match nul, mais gros score. Ouais, je vois un gros score, effectivement. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour le 0-0 de fin de week-end sur le Aston Villa Leeds. On aura encore une F1, vous verrez. Tiens, bah Valentin, t'en parlais justement donc de cette. On avait parlé donc de ce Leeds Arsenal, enfin de ce Leeds Arsenal où ça avait fini en 4-0, mais Leeds n'en reste pas moins une équipe où il est absolument pas facile d'aller jouer et à l'extérieur, ce n'est pas le même bilan, le même résultat. Reste que c'est la même équipe sur le papier. Et donc pour Aston Villa, qui n'est pas en grande réussite à domicile ces derniers temps, qui a enchaîné une défaite contre Everton, une défaite contre Brentford et une victoire au raccro contre Brighton, eh ben, c'est peut-être une occasion pour les Peacocks, pour Leeds, de venir faire un gros coup à Birmingham et pour peut-être pas se maintenir, mais en tout cas pas loin. Ouais, c'est un match important. On arrive dans les journées qui vont être décisives pour le maintien et Leeds continue, hein, sur son rythme de croisière pour se maintenir. Ils sont à bon rythme. Ils sont à 6 points de West Ham qui est le premier relégable. Donc honnêtement, c'est très solide pour l'instant. Bien sûr, un bon résultat pourrait leur faire du bien. On l'a dit, face aux gros, ils ont fait match nul face à Everton. Ils ont fait match nul dernièrement face à Chelsea. Donc ils sont capables de sortir des matchs comme ça face à des grosses écuries de Première Ligue à l'extérieur et d'aller chercher un point. On en parlait depuis plusieurs semaines. Voilà, ils étaient sur un rythme d'un point par match, mais au final, ça leur va bien, Leeds, pour se maintenir. Alors attention quand même, parce que le maintien, j'ai l'impression que tout peut jouer sur vraiment les toutes dernières journées, et tout peut basculer au dernier moment. On a, T'aimes bien on les a West Ham qui est scénarios quand même là en fantastiques. toile de fond. Non, oui, bah bien sûr, j'aime bien les scénarios fantastiques. Qui n'aime pas les scénarios fous, mais on a West Ham qui est là. On sent que West Ham, ils ont quand même la capacité d'accélérer et d'aller chercher quand même quelques victoires qui pourraient leur permettre de se maintenir. Donc, on sent que ça pend au nez quand même aux dernières équipes, que ce soit Nottingham, Leeds. Ils sont capables de se faire rejoindre. Alors, je dirais plus Nottingham parce qu'en termes de points, c'est eux qui sont en première ligue, hein, en première ligue, en Oh. première ligne, pardon. C'était Alors oui, pour Quel l'instant, voilà, ils sont ma en lendemain langue a première ça. ligue. foncé, j'ai fait un petit lapsus, mais oui, c'est eux qui sont directement concernés si West Ham va mieux et si West Ham enchaîne des bons résultats. Mais en tout cas, ça va être intéressant pour Leeds, surtout qu'ils ont un enchaînement de matchs quand même qui va être très important pour le maintien. Ils vont recevoir Manchester City après, donc c'est pas un cadeau, mais après ils vont enchaîner contre Sunderland, contre Crystal Palace, Brentford. Donc voilà, j'ai envie de dire, si ça se décide pas forcément sur ce match-là face à Aston Villa, ça va se décider dans les tout prochains matchs pour Leeds, pour le maintien. Oui, parce qu'ils ont déjà affronté quelques gros là, donc il reste aussi une fin de saison avec des matchs plus abordables, hein, globalement, hormis oui Manchester City, enfin donc Aston Villa, Manchester City ces 2 prochaines semaines. Il y aura aussi Manchester United, mais le reste, c'est quasiment que des équipes de deuxième partie de tableau pour Leeds. Donc on va dire que le travail n'est pas fait, mais en tout cas Leeds a bien taffé hein, jusque-là. Et avec une 15e place, 30 points, vous imaginez quand même que les Whites sont devant Tottenham après 26 journées de championnat. Un point d'avance, mais c'est quand même assez fou. J'aurais pas misé sur ça en début de saison. Et puis de l'autre côté, pour revenir à quand même ce Aston Villa Leeds qui nous intéresse pour ce week-end, Hugo, ça s'essouffle un petit peu à Villa. Parce que tu m'as dit, ouais, il n'y a pas assez de profondeur, il n'y a pas assez de solutions dans cette équipe d'Aston Villa. Alors peut-être que ça fatigue un peu.
Ouais, on a l'impression que, vraiment, ouais, comme tu dis, que ça s'essouffle un peu. Hollywood par exemple, il y a Holly Watkins, mais ça, on en parle depuis le début de saison, il est quand même plus en difficulté. On a l'impression que beaucoup de choses reposent sur Morgan Rogers, qui est quand même le seul à tenir la baraque à chaque match. Il y a aussi des blessures qui leur font très mal, notamment Yuri Tillmans et John McGinn, hein, et Boubacar Kamara aussi. Dans l'entrejeu, ça leur a fait très très mal. Et on a l'impression que du coup, bah, derrière, ça manque oui, de profondeur. Moi, je regrette aussi le départ de l'attaquant néerlandais dont j'ai oublié le nom, qui est Daniel parti à la Malen, Roma. pardon. Oui. Oui, de Daniel Malen, ouais, bien évidemment, qui, je trouve, apportait justement quelque chose en plus que Holly Watkins. Là, on a laissé partir Daniel Malen pour faire venir Tammy Abraham. Euh, pour l'instant, c'est pas une grande réussite, mais il va falloir voir. Ouais, il faut le laisser jouer peut-être un peu plus. Il y a quand même eu voilà, un peu de recrutement, notamment sur ces lignes offensives du côté d'Aston Villa, qui peut pallier à ce manque de profondeur. Et n'oublions pas non plus que Aston Villa joue la Coupe d'Europe et bien placé en Ligue Europa. Donc il faut aussi allier les deux tableaux. Un bon retour de Jadon Sancho aussi ces derniers temps. Maintenant, reste à voir ce que va nous proposer Villa ce week-end face à cette équipe, une nouvelle fois, poil à gratter de Leeds. Et puis les Villans sont toujours troisième. Et ils ont toujours, comme tu l'as dit, ce Morgan Rogers qui peut être décisif à chaque instant. Souvenez-vous du match aller, messieurs, c'est lui qui avait inscrit le doublé pour le comeback d'Aston Villa, avec notamment un coup franc direct magnifique. Euh, j'ai on a beaucoup mis pendant un moment la responsabilité sur les épaules d'Ollie Watkins, pardon, sur cette attaque d'Aston Villa. Mais est-ce que c'est pas lui, Morgan Rogers, finalement, le patron de cette attaque de Villa, Valentin? Bah oui, très clairement. Depuis le début de saison, c'est lui le patron. Tu as été un des premiers, Antoine, à sentir le coup, à nous en parler dans Tempo Foot, comme quoi il allait être. Bien aidé par la Alors, saison ça se dernière. sentait, mais Ouais, bien aidé par la voilà, saison bien dernière. aidé Ouais. par la saison dernière, ça se sentait, mais pour dire qu'il allait réellement quand même exploser, encore plus cette saison. Et oui, bah, depuis le début de la saison, c'est 26 matchs de première ligue, 26 titularisations pour Morgan Rogers. Donc déjà, ça veut dire beaucoup. C'est le joueur, enfin, il en est déjà à 8 buts, 5 passes décisives. Il marque vraiment les esprits. Morgan Rogers, il est annoncé un peu partout, déjà comme un potentiel gros transfert pour l'été à venir, hein. On l'envoie un peu de partout. Il y a plein de rumeurs dans les plus gros clubs de première ligue, même au PSG. Donc voilà, Morgan Rogers, honnêtement, il a pris un autre statut quand même cette saison. Il a pris de l'épaisseur. Et ça tombe bien pour Villa, alors il faut que les autres à côté de lui se réveillent s'ils veulent garder cette troisième place. Et c'est un petit peu le problème, c'est qu'il peut pas faire non plus tout seul. Mais Rogers, oui, bah, en plus il y a la Coupe du Monde qui se profile pour lui. Honnêtement, vu ses performances, ça serait quand même une surprise de le voir ne pas y participer. Donc il y a un contexte qui est vraiment favorable autour du jeune anglais. Il y a tout pour. Je pense qu'il va continuer sur ce rythme-là jusqu'à la fin de saison. Voilà, je lui souhaite pas de blessures ou de gros pépins, mais franchement, pour ma part, en tout cas, c'est un gros coup de cœur quand même de cette saison. Après, c'est vrai que il repose, je trouve, les vilaines se reposent un petit peu trop sur lui pour marquer des buts et pour stater, j'ai envie de dire. C'est pas beau cette expression, mais voilà. Je trouve que c'est un superbe créateur de jeu. Il est capable aussi d'avoir cette finition, mais il apporte beaucoup de mouvements dans cette attaque, mais il manque un buteur. Voilà, on a parlé d'Ollie Watkins qui est pas sur une saison extraordinaire. Et c'est dommage parce que je pense qu'avec un gros buteur vraiment aux côtés de Morgan Rogers, ça Peut-être ferait Abraham, hein. vraiment mouche pour Aston Villa. Peut-être Abraham, après bon, Abraham, il est quand même plus en fin de carrière qu'au début et Wow, sur une pente un petit peu. t'es dur, non, t'es Ah, dur. Ouais, Il a 28 ben, ans. ça y est, il est en roue libre. Il est lâché. Et il a bah, 28 ans, Tammy on est, Abraham. ouais, mais c'est vrai qu'il a 28 ans, mais quand on regarde quand même sa carrière, on a l'impression que
il a déjà quand même pas mal valdingué à droite à gauche. Il a fait plusieurs Valdingué. clubs. Non, mais, Non, mais non, mais vas-y, c'est vrai. vas-y. Puis c'est vrai que personne ne me tapera sur les doigts parce que tout le monde sait à quel point j'adore le championnat turc. Mais pour moi, quand on va vers le championnat turc, c'est plutôt qu'on est en fin de carrière qu'au début. Ouais. Excusez-moi, C'est vrai que mais le prochain step, c'était voilà, plutôt l'Arabie Saoudite que on la a un première petit ligue, quoi. déclassement. Ah, ouais, bon. Voilà. Donc c'est vrai que j'étais très surpris de le revoir à Aston Villa. Enfin, pour ma part, c'était une surprise. Après, je pensais que sa carrière en première ligue était plutôt derrière lui. Après, peut-être que je suis junior, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est clair qu'un retour en forme d'Abraham serait le bienvenu pour Morgan Rogers et pour Aston Villa en général. Eh ben, on attend également son triplé ce week-end à Tammy Abraham. Et puis, on en parlera dans le On va dire débrief. qu'il était proche de la retraite. Lundi, bah voilà, exactement. On ressortira ce clip lundi. Merci messieurs. Pour la suite de cette 27e journée de championnat, on va quand même citer les dernières affiches dont on n'a pas encore parlé. Brentford-Brighton, notamment en ouverture, ainsi que Chelsea-Burnley et West Ham-Bournemouth le samedi. Et puis il y aura quand même un très important Crystal Palace-Wolverhampton et un pas moins important Nottingham Forest-Liverpool dimanche. On a évoqué aussi rapidement le Sunderland-Fulham dimanche dans ce milieu de tableau. Toujours aussi dense là aussi pour la course à l'Europe. C'est un match précieux, tout est précieux de toute façon à cette époque en Première Ligue. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. C'est moins bien pour faire notre chemin de fer parce qu'il y a trop de choix à effectuer, messieurs. Et je compte sur vous pour le débrief, pour m'aider dans ces choix. Et on se retrouve donc lundi pour la fin de ce week-end de Première Ligue pour refaire le point et puis voir si ça a évolué en haut et en bas du classement. Merci messieurs, merci Valentin, merci Hugo. Et puis bon week-end de Première Ligue. Et puis à lundi alors. Salut messieurs. À lundi, merci à tous. Salut, ciao ciao.